avait été consulté par l'ONCF pour réfléchir à la problématique de l'insertion urbaine de la nouvelle gare de Casa Port. Et sur ce sujet-là, AREP a fait une proposition qui consistait en fait à reculer le bâtiment voyageur une quarantaine de mètres par rapport à sa position initiale, de dégager un grand parvis et de travailler sur une gare plus transparente, plus ouverte. Et c'est sur la base de cette nouvelle proposition que le projet a démarré et que nous avons été appelés par l'ONCF pour former équipe avec AREP. On peut dire que le projet était au stade d'une faisabilité, une esquisse avec des intentions très fortes, des intentions urbaines, mais aussi une première intention architecturale qui était l'idée de dire que la gare n'était plus un bâtiment en tête de quai, un bâtiment fermé, un bâtiment dur, mais plutôt une grande toiture mettant en relation le train et la ville. Donc quand on a commencé à travailler en 2006, ces principes fondamentaux étaient déjà posés. On est plus sous un fonctionnement d'un espace public sous une toiture, après ça qu'on vient fermer pour des questions de gestion, de maintenance, de contrôle d'accès, de commercialisation, mais on a un espace d'intermodalité entre le train, la ville avec tous ses moyens de transport, que ce soit le taxi, les bus ou les piétons et les voitures particulières. La principale caractéristique de cette gare, c'est ça, c'est un lieu d'intermodalité. C'est un peu toutes les gares qui sont ça, mais là en plus, comme c'est de la navette Rabat-Casa, il faut que ça soit très rapide, très fluide, très lisible et que les gens puissent accéder rapidement à leurs moyens de transport et un échange rapide entre les deux. AREP avait déjà écrit, disons, les principes de ce bâtiment en énonçant l'idée d'une grande toiture, d'un grand dé horizontal assez plat, porté par un système structurel très élancé, très fin, très architecturé. Ensuite, il a fallu mettre cela en œuvre et dessiner précisément à la fois cette toiture et cette structure porteuse. Donc, en cela, la collaboration avec AREP, qui a une grande culture, une agence qui a une grande culture d'ingénierie et d'architecture des structures, a été très utile. Et en particulier, l'intervention d'un bureau d'études spécialisé en charpente, qui s'appelle MAP3, Emmanuel Ivadiotti, qui est un ingénieur charpente extrêmement brillant, qui a accompagné le projet pour arriver à définir la structure à la fois la plus fine possible, la plus éloquente, qui représentait mieux le concept de départ, à savoir comment partait un toit extrêmement plat, extrêmement horizontal, avec une évocation de l'arborescence, une évocation du palmier. Ces poteaux peuvent être considérés comme autant de troncs menant à une sorte de toiture finalement. Donc cet ingénieur nous a accompagnés pour le dessin précis de cette structure. Donc, quand on parle de ce volume et de ce toit, il faut aussi évoquer la question de la géométrie, puisque toute la gare est dessinée selon une trame très précise, qui est à la fois une référence et un hommage à l'art de la géométrie dans l'architecture arabe. Donc on a une géométrie très précise qui est lisible partout, qui est lisible à la fois dans la trame structurelle, la trame des poteaux, qui est lisible dans le dessin de la toiture, donc qui est sous-jacent à l'ensemble de la composition architecturale et qui en plus est en relation avec la trame des quais et des voies. Il faut savoir que le plan de voie ferroviaire a été repris à l'occasion de ce projet, puisqu'on a aujourd'hui 8 quais en gare, ce qui n'était pas le cas précédemment. Ces 8 quais ont été réimplantés et dans l'axe de ces quais, nous avons positionné les poteaux du bâtiment voyageur. Ce qui fait qu'on a une imbrication extrêmement forte entre la géométrie du bâtiment voyageur et la logique de la trame ferroviaire. Quand on vient des trains, on voit il y a 4 voies qui ont chacune 2 quais. Et donc dans l'axe des voies, on vient fermer par des éléments plus opaques. On en a un qui est un peu plus ouvert, qui est la boîte à côté de nous. Donc on a une vision quand on arrive sur les quais où on a une façade avec des ouvertures exactement dans l'axe de quai qui sont libres, complètement libres et qui viennent se prolonger après ça pour aller chercher le parvis sur Oupel-Gouagny. Donc ces éléments fermés se situent à chaque fois, permettent d'identifier clairement les entrées entre chacun de ces éléments et pareil pour la lisibilité des parcours, on reste dans l'axe. Et on est systématiquement dans la trame avec des ouvertures entre boîtes de 4,80 m qui sont nos largeurs de passerelle, qui sont nos largeurs d'ouverture de porte, qui
qui se répètent comme un leitmotiv dans le projet, et on sait placer après ça des éléments fermés qui peuvent accueillir différentes fonctions, que ce soit les guichets pour un côté ou des activités commerciales, des salons, différents salons en mezzanine. Le projet intègre un centre commercial qui n'était pas une donnée programmatique au départ du projet. C'est une partie de programme qui est venue se rajouter, qui a complexifié un petit peu les études, puisqu'il fallait reprendre dans le projet et l'adapter à cette demande. Intégrer un centre commercial dans un bâtiment comme ça, c'est pas évident. Donc le centre commercial est semi-enterré et il ne gêne en aucun cas la logique des flux, mais il est quand même connecté visuellement au niveau zéro de la gare. Et ce qui est important, c'est donc de mettre en relation visuelle le haut de la gare et le centre commercial et permettre cette mise en relation constante. Et par contre, pour intégrer des enseignes dans un bâtiment comme celui-là et dans un centre commercial, il faut créer simplement une charte suffisamment forte pour pouvoir supplanter les effets de signaux que sont toutes les enseignes commerciales. C'est une question de hiérarchie, c'est-à-dire le concept de la gare au-dessus de la charte visuelle des enseignes commerciales. Le projet a pris de l'ampleur, la toiture s'est agrandie, et toujours dans l'idée de la lumière, et le centre commercial qui est créé au niveau -1 est toujours comme le rez-de-chaussée baigné de lumière, puisqu'on a ce système de dépôt, ces jardins qui descendent. On a une vraie façade sur le centre commercial qui est une façade extérieure alors qu'on est dans le sous-sol, et on a cette grande trémie au centre du projet où de nouveau on voit les poteaux qui ont pris de l'ampleur puisqu'ils viennent s'implanter à 7 mètres plus bas. Donc on a des poteaux qui sont beaucoup plus élancés, qui ont pris de l'ampleur, et on a les lanterneaux avec la lumière naturelle qui arrive. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une des images où le projet a le plus d'ampleur, c'est une fois dans le centre commercial, quand on voit tout ça d'en bas avec ces grandes hauteurs, ces grands volumes. Ça nous a permis de retravailler aussi la structure, de rester toujours dans les mêmes idées de structure apparente, de révéler comment les systèmes constructifs et de préserver la qualité de lumière dans les espaces. La façade n'est pas une compromission. Alors, on peut parler du motif, mais le principe même de ce voile, il est d'abord, contrairement à ce qu'on peut penser, il est présent depuis le début dans ce projet, depuis l'esquisse originelle, parce qu'on a une façade principale, un long pan du bâtiment qui est orienté majoritairement à l'ouest, donc une façade extrêmement soumise à l'ensoleillement de fin de journée, et il était indispensable de filtrer cette lumière. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi la réussite de ce projet, l'une des réussites, c'est la gestion de la lumière. On est à la fois baigné de lumière, mais jamais soumis à la surchauffe ou à l'ensoleillement direct. Donc on a un travail sur la lumière qui est assez maîtrisé, je pense. Et ce mouchard à pied fait partie d'une stratégie de gestion de la lumière. Ensuite, il y a le motif du mouchard à pied qui effectivement renvoie à des motifs traditionnels, mais qui est lui-même une émanation de la géométrie de la gare et de la géométrie de la toiture. Donc la toiture elle-même est une toiture dessinée et c'est une variation sur un même thème. Le défi technique, c'est vraiment le poteau et d'évider la tête du poteau pour la lumière. C'est-à-dire le point où on a toutes les concentrations de force, on n'a rien, on n'a pas de matière. Donc on a le poteau avec un vide au-dessus de la tête du poteau, donc c'était assez technique, il fallait convaincre les bureaux de contrôle et les entreprises pour arriver à faire ça. Mais le travail du bureau d'études a été superbe sur ça. Donc la trame, les quais de bois ont posé une trame de 14 mètres. Donc toute la structure, toutes les portées en béton sont à 14 mètres. Ça veut dire qu'on passe par la précontrainte, énormément de préfabrication. Tous les planchers béton, on a coulé les élévations en béton sur place, et après ça on venait poser des poutres de précontrainte, des prédales et des dalles. Donc il fallait une grande maîtrise de la préfabrication avec des bétons qui sont apparents dans les sous-sols. Dans un centre commercial, toute la structure est apparente, ce système de poutres précontraintes, cette poutre raison. Donc on revient sur la vision un peu traditionnelle des planchers où on voit comment le plancher est construit. Là c'est en béton et toute la structure est apparente et révélée.
donc avec des questions de grande portée qu'il fallait maîtriser. Après ça, des choses qui sont cachées, c'est qu'on est sous le niveau de la mer, on est à moins 15 mètres, on n'a pas en superstructure, on a des choses qui sont très légères, et donc on a tout le bâtiment qui est une coque complètement étanche, qui est dans l'eau, donc en réalité là, on a une poussée d'Archimède, le bâtiment est un grand bateau, et on a une poussée d'Archimède très importante, et on a des forces très importantes sous le radier qui pourraient soulever le bâtiment puisqu'on n'a pas de contrepoids, on n'a pas de construction au-dessus. Donc tout le bâtiment de la gare et le radier est fait par un mètre de béton qui est ancré au sol, cloué au sol dans la roche pour éviter tout soulèvement. Le choix de développer une structure métallique architecturale est un vrai défi au Maroc parce qu'on n'a pas cette culture, on n'a pas ce savoir-faire. Et pour mener ça à bout, c'était vraiment difficile. Beaucoup de projets tentent de dessiner des charpentes architecturales et au final elles sont tellement simplifiées que ça perd son intérêt. Et ici on a essayé de tenir ça jusqu'au bout. Donc ça a été un défi en termes d'études et aussi de réalisation, parce que c'est une entreprise marocaine qui a réalisé ça et ça a été un vrai challenge pour tout le monde. Et finalement c'est ce qui fait un petit peu l'originalité de cette nomenclature. Toutes les entreprises étaient des entreprises marocaines, et pour toutes les entreprises on a trouvé des interlocuteurs qui ont permis, et elles ont apporté, la plupart ont apporté un savoir-faire. Et voilà, quand on dessinait ou concevait quelque chose un peu trop compliqué, quand l'entreprise arrivait, que ce soit en structure métallique, pour dire voilà, j'ai ces outils à ma disposition, et donc on réadapte le dessin avec l'ingénieur et l'entreprise et les bureaux d'études de l'entreprise pour que ça soit à la fois faisable, réaliste, et l'entreprise arrive avec son savoir-faire à améliorer le projet, et on arrive à redessiner ça. Donc ça nécessite beaucoup de temps à toutes les phases du projet, mais à systématiquement arriver à redessiner les choses, savoir comment elles se font, comment on les fabrique, comment elles se montent, comment elles s'assemblent, montrer ça, arriver à le révéler, montrer les cordons de soudure, montrer la forme des pliages des corolles, peut-être les révéler, même parfois les accentuer, pour arriver à un résultat assez fort. À chaque fois, on arrive toujours à retomber sur nos pattes, grâce à une rigidité assez forte au niveau de la trame, re-rentrer et au niveau de la vérité structurelle et la vérité des matériaux. C'est-à-dire quand ça devenait trop compliqué, on revenait à qu'est-ce qu'un matériau, qu'est-ce que du béton, qu'est-ce que du métal, est-ce qu'on est dans la trame, est-ce qu'on est à côté de la trame, et on trouvait une solution assez facilement. Parmi les facteurs de réussite de ce projet, il faut quand même souligner que à la collaboration entre AREB et les groupes 3 qui s'est très bien passé, donc un vrai partenariat basé sur des valeurs partagées et sur une vision partagée. Donc ça c'est vraiment très enrichissant. On a réussi à faire un projet ensemble avec AREB, et pourtant dans une sorte de dissymétrie des structures, parce qu'AREB est une agence qui a une expérience bien plus importante que la nôtre, qui est une très très grosse structure avec beaucoup de compétences. Nous sommes beaucoup plus modestes dans notre taille et dans notre expérience, mais on a réussi à bâtir une collaboration très équilibrée et au profit de ce projet. La collaboration avec le maître d'ouvrage aussi, qui nous a laissé beaucoup de place pour nous exprimer en tant qu'architecte, maître d'œuvre du projet, et la collaboration avec les bureaux d'études techniques. On a eu la chance de travailler ce projet d'une manière assez rare. Au Maroc, on était un groupement de maîtrise d'œuvre incluant l'ingénierie. Et donc ça a le gros avantage de nous permettre la maîtrise du projet dans toutes ses dimensions, architecturales et techniques. Les BET ont été intégrés très tôt, et la maîtrise d'ouvrage aussi, et on a eu la chance de travailler avec des BET qui dessinent. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à donner des plans d'architectes, on avait un retour de plans, il y avait des réunions. Alors, AREB est ingénieur aussi, donc ça c'est aussi ils ont ça dans leur culture, mais entre Emmanuel, entre UTK, qui a géré le browser, qui est un BET casablancais, on avait autour de la table des personnes qui dessinaient, qui élaboraient des concepts structurels, et en même temps d'aider les phases de conception. Pour le couvert, c'était Jet Alu et Ménastil.
façade, vitrage, moucharabier, toiture. Voilà. Et pour le gros œuvre, TGCC, et puis d'autres entreprises pour le lot technique et le second œuvre. Le gros de ce projet a été porté par TGCC d'un côté et ce groupement Jet Lag University de l'autre, avec une interface extrêmement forte et complexe entre un sous-œuvre béton, avec ses émanations qui sont les flux de photos béton, et la superstructure en acier venant se positionner sur cette même trame. Ça a été l'un des défis de ce projet, c'est l'articulation de ces deux univers qui sont quand même très différents dans leur mode de travail. Le projet a été innovant au titre de sa complexité et c'est certainement la première gare complexe pour sa structure qui est relativement innovante pour le contexte marocain du fait de la grande exigence portée notamment sur les espaces commerciaux, sur les matérialités, sur les fonctionnalités, sur la gestion des flux. Donc cette complexité a été un défi à porter pour le maître d'ouvrage, pour l'ONCF, mais également pour nous à leur côté. Et nous on considère que ça a été une sorte de jalon dans la façon de faire des gares en Maroc. Et on est très content d'avoir accompagné l'ONCF dans cette phase disons, transitoire entre une époque antérieure sur des projets de façon qui se faisaient de façon plus traditionnelle et une époque à venir où l'ONCF a des projets de développement beaucoup plus ambitieux. C'est effectivement une gare innovante et d'un niveau de complexité qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire pour ce type de projet au Maroc, mais c'était aussi une gare qui renoue avec une certaine tradition casablancaise où l'esprit d'avant-garde, l'esprit pionnier était l'essence même de l'architecture casablancaise. C'est pour ça qu'on estime aussi que c'est une gare vraiment ancrée dans son contexte de tout à l'heure.